Daniel Figuera, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de Elan Midcap Euro. C'est un fonds d'action de la zone euro, comme le nom l'indique, de chez Rothschild et compagnie. Tout à fait. Alors, quelles sont vos réactions face aux interrogations des marchés depuis le début de l'année, puis là dernièrement face à la chute que l'on a eue, même si on se remet derrière? Bon, on a clairement eu depuis le début de l'année une forte turbulence sur les marchés. Ah oui, c'est mouvementé. C'est vrai. Alors nous, comme on est positionné sur les valeurs moyennes, on l'a moins mal vécu, je dirais, parce que les indices valeurs moyennes ont plutôt surperformé les indices grande capitalisation. Pour une raison assez simple, c'est que en fait, on a très peu de valeurs financières dans notre univers d'investissement. Ce qui fait que la semaine dernière, on avait encore des fonds qui progressaient de l'ordre de 10%. Et donc on était relativement préservé, en tout cas, d'un début d'année difficile, comme on pouvait le voir sur les grandes capitalisations. Oui, c'est assez remarquable. Alors pour répondre à votre question sur nos réactions face à l'interrogation des marchés, on est passé d'une situation où les marchés en 2008 se sont interrogés sur la dette des sociétés, à une situation en 2010 où les marchés s'interrogent sur la dette des États. Donc c'est vrai que finalement peu d'opérateurs, il y a encore 15 jours, étaient capables d'anticiper un tel mouvement de réaction négative sur les marchés, à tel point qu'un sondage, il y a encore 2 semaines, montrait que sur 160 gérants de fonds interrogés à travers l'Europe, quasiment tous n'avaient aucun cash en portefeuille, donc étaient prêts à anticiper une baisse des marchés. Oui, mais c'est peut-être parce que ce sont les portefeuilles eux-mêmes qui ont évolué vers des valeurs peut-être moins réactives? Non, je pense qu'effectivement, il y a eu un phénomène d'accélération au cours des derniers jours, de focalisation sur une éventuelle crise de liquidité au sein du système bancaire, qui a fait que les choses se sont fortement dégradées, en particulier en fin de semaine dernière. Nous, on avait profilé le fonds d'une manière assez défensive depuis le début de l'année, donc on a relativement bien résisté, même si effectivement on a corrigé. Mais néanmoins, effectivement, on était extrêmement surpris de l'ampleur de la baisse, tout comme on était surpris de l'ampleur du rebond lundi. Oui. Alors, après la très bonne année 2009, après cette alerte quand même assez sévère, quel moteur de croissance voyez-vous sur les valeurs moyennes? Alors, le moteur de croissance, je dirais traditionnel sur les valeurs moyennes, hein, qui explique que finalement c'est une classe d'actifs qui se comporte sur le long terme toujours très bien par rapport aux grandes capitalisations, c'est une dynamique de croissance supérieure. Donc là encore, en 2010-2011, quand on regarde les anticipations de croissance de la part des analystes, on table encore sur des croissances de résultats de l'ordre de 15%, aussi bien en 2010 qu'en 2011. Ensuite, la question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure, effectivement, l'environnement macroéconomique va influencer au cours des prochains mois, effectivement, les politiques budgétaires et fiscales des États, et par là même les décisions de consommation des ménages ou les décisions d'investissement des entreprises. Oui, parce que quand même, cette alerte que nous avons eue signifie quelque chose. Il n'y a pas que des craintes. Il peut y avoir des conséquences pour les entreprises, et surtout pour les valeurs moyennes. C'est vrai, cela dit, sur les valeurs moyennes, par rapport aux échantillons qu'on étudiait il y a une dizaine d'années, les sociétés se sont nettement internationalisées. Donc on a quand même en portefeuille des sociétés qui sont premièrement très visibles et deuxièmement qui ont des business très crédibles et qui sont présentes un peu partout dans le monde, contrairement aux petites valeurs traditionnelles françaises qu'on trouvait il y a une dizaine d'années sur la côte française. Alors justement, dans votre fonds Elan Midcap Euro, quelles sont vos principales convictions? Comment composez-vous votre portefeuille? Comment le faites-vous évoluer? Alors, c'est un portefeuille qui évolue relativement peu au cours du temps, hein. On aime bien cibler un certain profil de sociétés. En général, donc, des sociétés qui sont visibles, qui ont un bon track record. Et typiquement, si je devais donner des noms, en France, on citerait des sociétés comme SEB, dans le petit électroménager, ou comme Legrand dans l'appareillage électrique. Et à l'étranger, on aime bien des sociétés comme MTU, qui est un équipementier aéronautique allemand, ou alors des sociétés un peu moins visibles et je dirais moins visibles pour les investisseurs, des sociétés comme IMA en Italie,
qui est une petite société qui produit des machines pour emballer notamment des médicaments, en fait, donc qui est principalement dédiée à l'industrie pharmaceutique, qui est une société qui, par exemple, qui rapporte à peu près 6% de rendement depuis de nombreuses années. Du rendement, c'est-à-dire du dividende Dividende. D'accord. Mais vous composez votre portefeuille en suivant le momentum, ou est-ce que vous essayez d'être en amont, d'être un peu contrariant? Non, on n'a pas la prétention d'être contrariant parce que c'est toujours un peu compliqué sur le segment des valeurs moyennes. On préfère essayer d'investir sur la durée, sur des histoires qui se construisent au fil du temps. Alors ensuite, il peut y avoir des phases de marché où on profite effectivement de corrections qui nous semblent un peu rapides pour effectivement initier des positions dans les sociétés. Mais je dirais que quand on investit dans une société, on essaye de rester le plus longtemps possible, tant que, effectivement, que le développement est conforme à ce que nous anticipions au moment de l'investissement. Et le plus longtemps possible, en moyenne, c'est quoi? C'est 6 mois, 1 an, 2 ans? Oui, 3 ans? on essaye de viser 2-3 ans avant effectivement d'envisager une sortie. Là encore, hein, tout dépend effectivement de... Ensuite, voilà. Tout dépend du marché, effectivement. Parfois, le temps s'accélère. C'est pas tout à fait lié au marché, c'est plus lié au phénomène d'exagération qui peuvent se produire sur les titres en question, ou effectivement sur des accidents de parcours, parce qu'effectivement, tout n'est pas un long fleuve tranquille et il peut y avoir des accidents sur les valeurs moyennes qui sont plus rapides à se produire que effectivement sur les grands paquebots que sont les grandes capitalisations. Donc vous vous reposez davantage sur les fondamentaux de l'entreprise que sur les mouvements de marché. Oui, clairement, parce que il faut qu'on tienne compte des problèmes de liquidité qui peuvent se poser à un moment donné ou à un autre. Et partant de là, effectivement, on est obligé de prendre un pari sur le moyen terme. Sinon, effectivement, on n'a pas... on n'a pas les ressources en interne pour suivre tout l'univers de la cote et puis effectivement profiter de la moindre anomalie de marché sur telle ou telle boîte en Grèce ou au Portugal ou en Irlande. Et puis vous avez peut-être une meilleure vision de la capacité d'une entreprise à créer de la valeur plutôt que de savoir exactement où sera le CAC 40 à la fin de l'année. Exactement, on se focalise vraiment sur le track record et la qualité des équipes de management. C'est pour ça que j'ai coutume de dire qu'en Grèce, par exemple, malheureusement, il y a probablement 3 ou 4 possibilités d'investissement, mais guère plus. Non pas parce que les sociétés ne sont pas de qualité, mais on n'a jamais rencontré de management qui nous semble crédible pour effectivement se permettre d'investir sur une durée de 3 ans dans leur société. Daniel Figuera, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci à vous.